Donc bonjour à tous, théoriquement nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et vous êtes en français. Hier vous avez eu donc cette partie de correction, puis ensuite vous avez eu cette idée d'un petit contrôle d'étude de l'œuvre d'Antigone, et aujourd'hui on revient à cette séance qui s'appelle quel sens a donné à sa vie, et donc qui est un très long dialogue entre Créon et Antigone. Je vous l'ai distribué avant les vacances. Et vous aviez à travailler autour de cette image d'Eugène Delacroix qui s'appelle La liberté guidant le peuple, qui est évidemment, autant que Guernica, une œuvre extrêmement importante dans la peinture, dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire tout court, et qui est peinte par Eugène Delacroix en 1830. Et vous aviez à décrire les différents plans. Donc aujourd'hui, on va travailler sur cette description des différents plans, mais très rapidement. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette peinture. Donc vous allez prendre ça en note. Donc toujours pareil, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, si vous voulez, arrêter et reprendre la vidéo. Et d'autre part, vous allez vous répondre aux questions quand on aura fini cette petite vidéo. Et si vous n'avez pas fini aujourd'hui de répondre aux questions, je ne sais pas si c'est Belrica ou une autre personne, vous continuerez de répondre, d'accord, au moment de demain par exemple, ok. Et vendredi, vous aurez un petit travail à faire sur les participes passés, encore et toujours, et sur la conjugaison. Alors, cette liberté guidant le peuple, c'est une peinture historique qui nous raconte l'histoire d'un passage de l'histoire de France. Ce passage de l'histoire de France, c'est la deuxième Révolution française. On n'en a pas eu qu'une, on en a eu trois. Celle de 1789, celle de 1830, dont on va parler aujourd'hui, et celle de 1840. Alors, pour arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une république, un système démocratique, la France a beaucoup peiné, elle a mis beaucoup de temps, et c'est tout à fait normal dans l'histoire d'un pays, pour imposer ce qu'on appelle un système républicain, et notamment une méthode de gouvernement qui est une démocratie. Vous savez ce que c'est qu'une démocratie. Mais de 1789, on pourrait même dire jusqu'à 1890 au moins, ou 1880, 100 ans sont nécessaires pour que la France, enfin, soit dans un système qui s'appelle une république, avec une constitution et une démocratie. Et ça va mettre beaucoup de temps pour que ce soit une démocratie égalitaire, où tous les citoyens et citoyennes puissent voter. Vous le savez autant bien que moi qu'il faut attendre 1944 pour que la démocratie, ou tout du moins le système de vote, soit ouvert à tous les Français et les Françaises. Donc ces trois glorieuses, c'est ce qu'on appelle la deuxième Révolution française. Ça se déroule les 27, 28 et 29 juillet 1830. Après la Révolution française, évidemment, la royauté n'est pas morte. Et on a un retour de la royauté après, je dirais, le départ de Napoléon Ier du pouvoir. Bon, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. En gros, en 1830, on a une France qui est gouvernée par un homme, un roi qui s'appelle Charles X. Alors, Charles X, lui, il aimerait bien oublier la Révolution et que tout le monde revienne aux règles de l'ancien régime, vous savez, donc le régime avant la Révolution. Évidemment, le peuple se révolte, et c'est bien ce que veut nous représenter Eugène Delacroix dans cette explosion populaire qui est les trois glorieuses, donc la liberté guidant le peuple. Alors,
Delacroix fait partie d'un mouvement pictural, d'un mouvement de peinture qui s'appelle le romantisme. Vous verrez, nous travaillerons dessus l'an prochain, enfin normalement, hein, en seconde ensemble. Donc ici, il s'agit bien d'une révolution, mais attention, pas de la révolution de 1789, mais de la révolution de 1830 qui s'appelle les Trois Glorieuses, ou autrement dit la révolution de juillet, qui va montrer que le peuple français ne va pas se laisser faire. Alors déjà, on a une composition un petit peu spéciale, on en avait parlé, et je veux juste vous montrer, enfin vous dire qu'il y a quand même 3 plans assez simples. Le premier plan est occupé par des morts, hein, tout simplement. À la droite, on voit 2 soldats royaux et un garde suisse, un cuirassier, peu importe les termes, c'est pas grave. Et aussi, on a un homme nu. Hein, vous imaginez que ça va énormément choquer les gens à cette époque. Et que cette nudité n'était réservée à l'époque qu'à Jésus en croix ou au petit Jésus tout nu et tout gras, mais qu'on est dans une nouvelle ouverture. Et le romantisme vient casser plein de codes. On verra ça l'année prochaine. Au deuxième plan, que voit-on? Eh bien, on voit un personnage très important qui est au centre du tableau ou quasiment au centre du tableau. Vous l'avez compris, c'est l'allégorie de la liberté qui est symbolisée pour nous en France par une femme qui s'appelle Marianne, puisque à l'époque c'était le prénom le plus répandu pour les Françaises lors de la Révolution française. Et elle est bien sûr symbole de la liberté et symbole aussi de la femme, pourquoi pas. Et dans ce deuxième plan, on y voit aussi un certain nombre de personnes. Le Gavroche, le bourgeois, le paysan et aussi des soldats dans un espèce d'amas de construction détruite, hein, ce qu'on pourrait appeler un trinquet, très clairement, si on était au Nicaragua. Le troisième plan, eh bien, c'est un paysage, mais avec aussi une foule au fond, le paysage de Paris en feu lors de cette révolution. Alors ici, les personnages qui sont principaux, c'est comme je vous l'ai dit, Marianne. Mais chaque personnage de cette peinture est symbolique, c'est-à-dire il représente la société française. Donc évidemment, on va avoir tout au premier plan cet homme en uniforme tout à droite avec le chapeau tombé. C'est un garde suisse. Les gardes suisses en France, c'est bizarre, vous allez voir, sont là pour protéger le roi. Donc, c'est symbolique que ce garde suisse, de la nationalité suisse, soit le symbole de la chute de Charles X, puisqu'il n'a pas pu on va dire, protéger. Ensuite, on a un cuirassier, mort aussi. Hein, c'est celui qui est par terre, à côté du garde suisse. Et puis on a un cadavre dénudé. Ce cadavre dénudé représente pas seulement un homme mort, mais représente tout le peuple qui s'est sacrifié à cette époque pour ses droits, pour lutter contre le retour d'une monarchie absolue, contre l'idée que tout ce qui avait été fait à la Révolution française n'allait pas être mis en action. Au second plan, évidemment, vous avez un homme qui se tient tout à gauche. Il est armé d'un sabre. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est plutôt, comment va-t-on dire, mal rasé. Un petit peu apeurant. Il fait un petit peu peur. Et il représente les ouvriers.
Il personnifie les ouvriers. D'accord ? À sa gauche, on a un homme très différent, c'est un bourgeois. Il a un chapeau haut de forme, ça s'appelle, hein, vous voyez. Il a une cravate, un gilet, une redingote et il a un fusil de chasse. Alors, c'est un bourgeois, mais c'est plutôt un employé en réalité, mais peu importe. Devant lui, on a un homme qui a un pantalon noir, une tunique bleue, un foulard sur la tête. Lui représente les paysans de la société française. Et puis, tout à droite, le petit Gavroche. C'est un enfant du peuple, parce qu'il faut savoir que les enfants, bien sûr, participent aux révolutions. C'est Victor Hugo qui va donner ce prénom dans un roman qui s'appelle Les Misérables. Et il va appeler ces petits-enfants qui vont participer à la Révolution, on va les appeler c'est le prénom de l'enfant qui s'appelle Gavroche. Et évidemment, le personnage principal, c'est comme je vous l'ai dit, Marianne. On a une Marianne à Managua qui se trouve à l'entrée de Montoya et qui est plutôt belle. Elle est accompagnée d'un soldat qui représente la Révolution, puisque vous savez que le Nicaragua est un pays qui est révolutionnaire et qui a d'ailleurs, à l'époque, réussi sa révolution. Ce sont les 2 seuls pays d'Amérique qui ont réussi leur révolution, c'est Cuba et le Nicaragua. Et donc, c'est une allégorie, on verra ce que c'est, mais c'est une figure de style. L'allégorie qui représente la liberté. Et cette idée, qui est la liberté, est représentée par une personne, et c'est ce qu'on appelle une allégorie. Quand une idée est représentée par une personne, on appelle ça une allégorie. D'accord ? L'allégorie de la mort, c'est une personne avec une grande faux, habillée en noir, par exemple. Cette jeune personne est pieds nus. Elle a les seins, évidemment à l'air. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est peut-être le symbole de la femme ou de la maternité. Et c'est une jeune fille du peuple parce qu'elle est bronzée. Elle n'est pas restée enfermée dans son salon bourgeois. Elle vient certainement de la classe la plus basse française, paysanne ou peut-être employée. Et on peut voir aussi, mais ça c'est un détail, qu'elle a des poils sous les aisselles. Donc, elle n'est pas très angoissée de se montrer ainsi. Alors, elle représente quand même un petit peu une sculpture antique. Et elle porte le bonnet phrygien, P-H-R-Y-G-I-E-N, qui est le symbole au départ, d'accord, de l'émancipation des esclaves grecs. C'est comme ça que vous savez que les esclaves n'étaient plus esclaves à l'époque des Grecs, ils portaient ce bonnet. Et puis, ils ont été repris par ce qu'on appelle les sans-culottes, les révolutionnaires français du peuple. Et c'est devenu symbole de la Révolution française. On y voit évidemment le symbole de la liberté. Et donc, c'est aussi le symbole de la place des femmes dans la Révolution, qui est très important, mais qui a été complètement oublié. On verra ça aussi l'année prochaine. Donc ici, cette femme représente la mère, représente la jeune femme, représente la puissance de la liberté, représente la femme et sa place dans la résistance en général. Voilà. Donc, maintenant, vous allez reprendre les questions et travailler jusque-là, jusqu'à la fin de cette heure. Et si vous n'avez pas terminé, vous pouvez prendre un petit peu sur l'heure de demain, le jeudi 7 mars, et ainsi terminer cette séance que je vérifierai quand je rentrerai. Bon mercredi à vous. Et demain, il n'y aura pas de vidéo. Demain, vous aurez à finir cette séance-là. Et je vous donnerai du travail aussi, enfin l'AED ou David va vous donner du travail sur les temps et des exercices de conjugaison pour le travail à faire vendredi sur feuille, une mini-dictée où il y aura à la fois les temps et les participes passés. Au revoir.